Le 787-10 aurait dû être un best-seller. Au lieu de ça, c'est le Dreamliner que personne ne voulait. American et Delta l'ont complètement ignoré. Mais United, ils ont mis les bouchées doubles. Ils remplissent leurs vols Newark et Chicago vers l'Europe avec un avion que la plupart des concurrents évitent. Est-ce une optimisation géniale ou une prise de risque trop osée? Pour comprendre, il faut regarder quand Boeing a lancé le programme Dreamliner. Leur plan était simple. Construire une famille d'avions capable de remplacer pratiquement tout ce que les compagnies aériennes utilisaient. Le 787-8 est arrivé en premier. Environ 250 passagers, 7300 miles nautiques d'autonomie. Les compagnies pouvaient enfin gagner de l'argent sur des trajets peu fréquentés qui auparavant ne fonctionnaient jamais. Doha jusqu'à Lisbonne, Londres jusqu'à Baltimore. Des liaisons impossibles sont soudain devenues rentables. Boeing a vu ce succès et a visé plus grand. Ils ont allongé le fuselage, créé le 787-9 et d'une manière incroyable ont gardé presque toute cette autonomie. Les compagnies ont adoré. Le 787-9 est devenu l'avion Goldilocks, ni trop grand, ni trop petit, capable de voler n'importe où. Aujourd'hui, il représente plus de la moitié des ventes de Dreamliner. Mais les dirigeants de Boeing ont regardé le marché et ils n'ont vu que des billets verts partout. Les compagnies utilisaient encore des gros porteurs plus anciens. Alors, et si Boeing construisait un avion d'environ 330 places tout en gardant l'efficacité du Dreamliner? C'est ainsi qu'est né le 787-10, issu de cette ambition. Et c'est là que tout est devenu, un peu mal calculé stratégiquement. Voici un problème dont personne ne parle. Le 787-10 ne peut voler que sur 6330 miles nautiques. Avec une charge complète de passagers, probablement moins. Vous savez ce que ça veut dire? Le plus grand Dreamliner du monde a une autonomie plus courte que l'avion que Boeing a construit dans les années 90. Essayez de voler de New York à Mumbai, environ 6770 miles nautiques. Le 787-9 le fait sans problème. Le 787-10, il ne peut tout simplement pas faire le trajet avec une charge complète. Il faudrait décharger des passagers, du cargo ou faire une escale pour faire le plein. Toutes ces options détruisent l'économie qui vous avait poussé à acheter cet avion au départ. Mais le pire, c'est ça. Airbus a conçu l'A350-900 avec une capacité similaire et une plus grande autonomie. Même nombre de passagers, mais des milliers de miles de plus. Pour la plupart des compagnies aériennes, le choix était évident. Pourquoi acheter un avion qui ne peut pas atteindre les grandes destinations alors que votre concurrent propose la même capacité avec une portée mondiale? La plupart des compagnies ont posé exactement cette question et sont parties. Les chiffres ne mentent pas. Boeing a reçu 435 commandes au total pour le 787-10 contre 2200 pour les autres Dreamliner. C'est décevant pour ce qui était censé être un best-seller. Les compagnies veulent de la flexibilité. Elles veulent des avions capables de s'adapter quand les routes changent, quand la demande évolue, quand le monde joue des tours. Le 787-10 est super efficace, mais seulement si on l'utilise exactement comme Boeing l'a prévu. Sortir de ce cadre très étroit, on se retrouve avec un avion coûteux qui ne peut pas aller où il faut. Delta a choisi la portée du A350-900, 8000 miles nautiques, pour miser sur la flexibilité, prouvant que les compagnies préfèrent la portée mondiale à l'efficacité basée sur la capacité du 787-10 pour les routes régionales denses. American s'est concentré sur le 787-9. Beaucoup de compagnies européennes ont boudé le 787-10. Même les Asiatiques, gros fans des avions à haute capacité, n'en ont acheté que peu. Le message était clair, l'efficacité ne vaut pas la perte de flexibilité. Mais United a entendu un tout autre message, et ce qu'ils ont découvert allait tout changer. Alors que tout le monde voyait des limites, United a vu une occasion en or. Regardez la carte des routes United, Newark et Chicago vers l'Europe. Ce ne sont pas des lignes expérimentales, c'est le cœur du business de United, desservies plusieurs fois par jour. Chacune entre parfaitement dans la capacité et l'autonomie du 787-10. Le plus important, elles sont toutes pleines à craquer de voyageurs d'affaires prêts à payer cher pour un service premium. United a eu une révélation brillante. Pas besoin que tous leurs avions aillent partout. Il leur fallait l'avion parfait pour leurs routes les plus rentables. Sur un vol Newark-Europe, le 787-10 peut transporter 330 passagers comparé à 250-280 sur les 787 plus petits. Ce n'est pas juste plus de revenus, c'est un avantage compétitif énorme.
United peut offrir plus de sièges, proposer des tarifs plus bas et gagner plus d'argent à chaque vol. Mais le vrai génie, c'était l'homogénéité de la flotte. United exploite déjà des dizaines de 787-9. Même cockpit, même maintenance, même formation du personnel. Ajouter des 787-10, c'était augmenter la capacité sans complexifier la logistique. Mais est-ce que cette stratégie allait vraiment marcher sur le terrain ? United n'a pas juste acheté des 787-10 en espérant le meilleur. Ils les ont déployés avec une précision chirurgicale. D'abord, les routes transcontinentales premium. Newark à Los Angeles, une liaison business où les passagers payent cher pour des sièges plats et un service haut de gamme. Puis vint l'expansion transatlantique. United a commencé à remplacer ses vieux 777-200 et 767 sur ses routes européennes principales. Même destination, meilleurs avions, plus de sièges, coût réduit. Les cabines Polaris du 787-10 offrent 44 sièges business plats en concurrence directe avec les Club Suite de British Airways, 56 sièges sur A350 000, ou les Delta One Suite, 30 à 40 sièges sur A350-900. La config Premium Heavy United cible les passagers transatlantiques à forte valeur, mais risque de perdre du terrain si les cabines plus larges des concurrents plaisent davantage. La capacité supplémentaire du 787-10 a permis plus de sièges premium sans sacrifier l'expérience passager. Les résultats parlent d'eux-mêmes. United maintient une capacité stable sur ses vols 787-10 vers l'Europe. United a aussi gagné un énorme levier avec Boeing. Lorsque tu commandes des avions par douzaine, les constructeurs proposent meilleur prix, priorité de livraison et package de support renforcé. United a transformé sa commande de 787-10 en un deal global qui a renforcé toute sa flotte. Mais cette stratégie brillante comporte des risques qui pourraient se retourner spectaculairement. D'abord, la compagnie est bloquée sur des types de routes spécifiques. Si les habitudes de voyage évoluent vers des trajets plus longs, par exemple des vols directs depuis des villes secondaires américaines vers l'Asie, le 787-10 ne peut pas suivre. United aurait besoin d'avions différents, brisant ainsi l'uniformité soigneusement planifiée de sa flotte. Ensuite, la volatilité du prix du carburant. Pour l'instant, l'efficacité compte parce que le carburant est cher. Mais si le pétrole plonge et reste bas, l'avantage d'efficacité du 787-10 diminue, tandis que ses limites d'autonomie restent définitives. Enfin, la dynamique concurrentielle. Boeing a mis en pause à durée indéterminée son projet de nouvel avion moyen courrier. Il n'y a aucune solution claire si la stratégie du 787-10 ne fonctionne pas sur le long terme. Ce ne sont pas des risques théoriques, ce sont des risques financiers réels qui se cachent dans la stratégie de flotte de United. Mais United n'est pas totalement seul, même si ça s'en rapproche. Singapore Airlines utilise principalement les 787-10 pour des vols régionaux en Asie où l'autonomie n'est pas un souci. Etihad les emploie surtout sur des trajets moyens courriers entre Abu Dhabi, l'Europe et l'Asie. ANA les fait voler sur des routes domestiques et vers des destinations asiatiques proches. Vous remarquez le schéma ? Chaque exploitant réussi du 787-10 adapte ses routes aux limites de l'avion. La plupart des compagnies refusent de bâtir leur réseau autour des particularités d'un seul appareil. Elles veulent d'abord de la flexibilité et ensuite optimiser. United a inversé cette logique, misant tout sur l'optimisation dans son cadre opérationnel précis. La question, c'est de savoir si ce pari tiendra le coup à mesure que les marchés évoluent. Et c'est là qu'on touche à ce compromis fondamental qui définit l'aviation moderne. United a fait un choix qui en dit long sur la stratégie moderne des compagnies aériennes. Achetez-vous l'avion le plus flexible en acceptant un coût un peu plus élevé, ou préférez-vous l'appareil le plus efficace pour vos routes spécifiques en sacrifiant un peu de flexibilité? La plupart des compagnies choisissent la flexibilité. United, elle, a choisi l'efficacité. Le 787-10 offre une économie exceptionnelle par kilomètre et par siège sur des trajets de 3000 à 6000 miles. Plein à 330 passagers sur Newark Europe, les coûts unitaires sont imbattables. Mais dès que vous sortez de cette zone, l'efficacité devient un talon d'Achille. Le pari de United repose sur l'idée que leur réseau principal ne changera pas radicalement pendant la durée de vie de l'avion. Un sacré pari dans un secteur où tout bouge sans cesse. Vous vous souvenez de 2020 ? Des routes longtemps considérées comme permanentes ont disparu du jour au lendemain. Les préférences des consommateurs ont changé. Les régulations gouvernementales aussi. Le prix du pétrole a fait le grand 8. Les compagnies qui ont survécu
ce sont celles avec des flottes flexibles capables de s'adapter vite. La question, c'est si la stratégie ultra efficace de United tiendra le coup face à la prochaine crise. Pour Boeing, l'histoire du 787-10 est une erreur stratégique déguisée en succès produit. Ils ont construit un avion qui fonctionne techniquement, mais qui résout des problèmes que la plupart des compagnies aériennes n'ont pas. Le 787-10 excelle dans des cas très limités et peine partout ailleurs. Boeing a couru après un segment de marché à peine existant et s'est demandé pourquoi les ventes décevaient. La plupart des compagnies n'ont pas la structure de route, la discipline opérationnelle, ni l'expertise en planification de flotte de United. Elles ont besoin d'avions qui réussissent malgré une planification moyenne, pas grâce à une stratégie brillante. La stratégie du 787-10 de United était-elle brillante ou risquée? La réponse honnête, c'est un peu des deux. Brillante parce que United a ciblé des routes où les atouts de cet avion créent un avantage compétitif imbattable. Sur les vols bondés entre Newark et l'Europe, la capacité supplémentaire se traduit directement par des marges bénéficiaires que leurs concurrents ne peuvent égaler. Risqué parce que les avions spécialisés deviennent des actifs bloqués lorsque les marchés évoluent. United a en gros acheté de l'efficacité au prix de la flexibilité. Mais en ce moment, sur ces vols bondés de Newark vers l'Europe, les 787-10 de United font exactement ce pourquoi ils ont été conçus, gagner de l'argent, un siège bien rempli à la fois. Seul l'avenir dira si parier contre la flexibilité était un coup de génie ou une erreur. Mais l'histoire du 787-10 de United prouve qu'il arrive parfois que la meilleure stratégie ne soit pas d'acheter l'avion le plus polyvalent.